Sincère remerciement pour votre fidélité renouvelée à ce programme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reçois pour vous ce soir Monsieur Bangakia Joseph, qui est ancien vice-gouverneur de la province orientale au nord-est du pays. Il fait partie de la majorité présidentielle, aussi de l'ADF, qui est l'Alliance des démocrates humanistes. Comment allez-vous? Très bien, et je vous remercie pour votre invitation. Oui, je nous vous remercions également d'avoir répondu favorablement à cette invitation et à l'heure, il faut le souligner. On vous appelle communément énergie renouvelée. Nouvelle énergie. Nouvelle énergie. On espère que l'énergie se renouvelle jusqu'à Et elle est toujours neuve. Elle est toujours neuve. Et vous militez également pour le renouvellement de la classe politique. Qu'en est-il? Qu'entendez-vous par là? Oui, je pense que nous devons, dans notre pays, au regard des défis qui sont les nôtres, de l'obligation, nous allons vers l'émergence, qui est l'objectif qui nous est fixé. Le pays doit se moderniser. Et il est important d'avoir parmi les acteurs principaux, les acteurs de ce changement, de ce mouvement, des gens de la nouvelle génération. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par là? Qu'on doit renvoyer les autres en retraite? Que vous constatez que les gens font une politique de carrière et ça ne devrait pas en principe être le cas? Non, pas du tout. Au niveau des responsabilités, il faut que cela ressemble à la société. Il faut des personnes expérimentées, il faut des femmes, il faut beaucoup de femmes. Il faut des jeunes. Quand je parle de jeunes, je parle des jeunes compétents qui ont fait leurs preuves, qui ont aussi une certaine expérience, mais qui surtout ont encore cette part d'idéal, qui veulent faire, qui ont de l'ambition pour le pays s'entend. Et c'est la vogue actuellement dans le monde, dans tous les gouvernements. Vous voyez des premiers ministres qui ont 40 ans, qui en ont moins. Vous voyez des ministres importants et titulaires qui ont 38 ans, qui en ont 40. La RDC, qui a la chance d'avoir un président de cette génération, hélas, n'a pas suffisamment... Et un Premier ministre de la même génération aussi, le président de l'Assemblée nationale de la même génération. Oui, qui sont relativement jeunes, 50 ans, mais là, je parle de la génération juste... Mais ils n'ont pas 50 ans, pas du tout. Si, les deux ont exactement 50 ans. Mais ils sont, bien entendu, et vous avez raison, relativement jeunes. Mais là, je parle vraiment de la génération après eux. Il est important parce que les personnalités que vous avez suivies, vous avez citées, font la charnière entre la classe politique qu'on a connue durant la Deuxième République et une partie durant la transition, et la classe politique qui doit émerger et commencer à émerger maintenant. C'est important, même pour... Mais où doit-on puiser cette jeunesse? Cette jeunesse, ils livrent plutôt à la boisson, à la chanson, faute d'encadrement. Où doit-on puiser cette jeune génération qui doit passer à la commande du pays? Excellente question. C'est vrai que les antivaleurs progressent et nous devons faire des efforts pour non seulement les contenir, mais les faire reculer. Il faut, c'est vrai, des exemples pour que les jeunes ne suivent pas les chemins de l'égarement. Mais ils existent. Et surtout, l'erreur à ne pas faire, il ne faut pas prendre des petits frères, des pires petits, comme on dit en français, des gens proches, bref, ne pas faire du népotisme, du clientélisme. Il faut prendre des jeunes qui sont actifs, qui ont fait leurs preuves, et ces jeunes existent. C'est important, même pour le lien social entre les gouvernants et la population. C'est important que des jeunes engagés soient mis en situation. Cela renforce toujours le lien entre la jeunesse, qui est l'essentiel de la population, et les dirigeants. C'est tout bénéfice pour les responsables politiques et les responsables d'État. On va parler de l'ADF à l'heure de grands enjeux politiques de l'heure, où le pays semble se trouver à la croisée de chemin. Quelle est la position de l'ADF en ce moment? De l'ADH, vous voulez dire? L'ADH. Oui. L'ADH est en partie de la majorité présidentielle. Nous avons toujours été
prêt à soutenir le président et toujours pionnier dans ce combat. L'heure est venue où il faut du courage, où il faut des hommes engagés, des hommes de terrain. L'ADH en a. Nous ne faisons pas la politique de l'autruche et nous ne nous mettons pas dans une situation, je ne sais, d'attendre de voir, on ne sait jamais, la météo politique. Cela n'est pas notre tempérament. Mais ce n'est pas l'impression que vous donnez aux commandes mortelles, parce qu'en ce qui concerne d'abord, disons, la révision constitutionnelle, on entend déjà au niveau de la majorité présidentielle quelques partis se prononcer quant à ce, mais l'ADH, excusez-moi, ne donne pas sa position par rapport à cette idée-là. Quelle est officiellement la position de l'ADH par rapport à la révision, à la probable révision constitutionnelle? Oui, je ne sais pas si... Premièrement, les responsables de notre famille politique, à commencer par le chef de l'État, connaissent le niveau d'engagement des leaders de l'ADH. Il sait qu'il peut compter sur nous et que nous serons présents lorsqu'il faudra lui apporter notre soutien. Bien entendu, nous faisons confiance au président de la République, nous le connaissons, nous savons que ses choix sont toujours des choix qui sont au bénéfice et qui privilégient l'intérêt de la population. Cela étant dit, nous avons donné notre position. Vous faites confiance au choix du PPRD ou du président de la République, parce qu'il y a quand même nuance, hein? Bien entendu. C'est le choix du PPRD. Le PPRD est un parti allié et je suis fier de cette alliance. Vous savez, on est arrivé dans ce pays à un niveau où soutenir le président est devenu passable de crime. Hein, c'est presque criminel. Quand dans des manifestations, les gens disent « Kabila Zonga, Kabila dégage », c'est comme si on voulait que le président de la République prenne la première dame, la très distinguée Maman Olive, et ses deux enfants avec leur matelas sur la tête et traverse la frontière. Non. On est dans un débat politique, nous faisons de la politique. Restons sur les sujets politiques qui sont des sujets qui concernent la gestion de la République. Je suis fier de faire partie avec l'ADH de la majorité présidentielle dont le premier parti est le PPRD. Nous sommes sur un débat politique, il n'y a pas une tentative de vouloir faire de la RDC un repère du diable ou bien de la drogue qui serait un plan absolument criminel et satanique. Il y a des choix politiques, il y a une offre politique. Discutons-en dans la sérénité et en faisant des contre-propositions. Donc, ce que je disais, c'est que le choix du président, l'ADH le soutiendra. Là, le président sait, il connaît notre engagement. Le choix du PPRD, vous voulez dire? Le PPRD est un parti comme l'ADH l'est. Parce que jusque-là, le président ne s'est pas prononcé quant à ce, c'est plutôt le PPRD qui tient mordicus à la révision, sinon au changement de la Constitution. Mais vous savez que là, il faut rétablir la vérité. Tout le monde, tous les partis politiques et toute la société civile sait que la révision constitutionnelle est impérative et qu'il faut peut-être une nouvelle constitution pour ce pays. Le débat n'a jamais été là. Le problème que pose l'opposition, c'est un problème de calendrier, d'opportunité. C'est le même débat que pose la société civile. Pour eux, il ne faut pas le faire maintenant. Mais ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire du tout. On y reviendra. On va parler d'abord, on va jeter un coup d'œil parce que le président vient de revenir de New York aux États-Unis où il a pris part à la 69e assemblée plénière de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, où il a tenu une adresse. Alors vous, comment avez-vous jugé son adresse à la tribune? Comment avez-vous analysé cette adresse? Le président de la République était bref, clair. Il a parlé des sujets qui comptaient, notamment la terrible maladie Ebola qui décime les populations, surtout en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans notre pays.
Heureusement que la RDC semble mieux résister à cette épidémie et l'offre que le président a faite d'apporter l'expertise, car la RDC a connu plusieurs vagues de fièvre hémorragique. Donc l'offre proposée à la communauté internationale était importante et il faut le dire, moi la déclaration que j'ai retenue, c'est que le président a dit à l'adresse du monde que la RDC est désormais un pays debout. Et c'est ça qui est important et c'est ce que nous devons consolider. D'accord. Alors, le président Kabila a parlé de la croissance et de la stabilité, il a parlé d'Ebola, du terrorisme, mais également de conflits armés. On comprend par là qu'il a fait minutieusement un marketing politique en ce qui concerne le pays. Il a choisi des thèmes qui ont touché à la sensibilité de la communauté internationale. Vous pensez vraiment que ce marketing politique rencontre l'entendement du climat politique au pays? Vous savez, Madame Ouabina, souvent en RDC, nous ne privilégions pas l'essentiel. J'ai failli dire que souvent la classe politique et une certaine société civile est à côté de la plaque. Le président a parlé des enjeux, des gros enjeux et des gros dossiers. Et effectivement, comme vous le remarquez, vous êtes une observatrice, sur les gros sujets-là, on n'entend jamais les propositions ou la voix de l'opposition. Sur tous les sujets hyper importants que le président a abordés du haut de la tribune des Nations Unies, qui sont les sujets qui comptent. Il n'y a aucune offre politique contraire de l'opposition. Il n'y a même pas de parole sur ces sujets. Hélas, on se complaît sur les polémiques stériles et souvent malhonnêtes, genre pour ou contre révision, touche pas à ceci, touche pas à cela. Il faut vraiment que nous prenions de la hauteur et c'est important. Et là, moi je dis que c'est à la majorité de s'assumer. La majorité doit s'organiser comme famille politique, comme gouvernement, pour désormais s'assumer, car la tâche de conduire les affaires de la nation, ce n'est pas rien du tout. Il faut qu'on soit au niveau de ce rendez-vous, au niveau de ce débat, la balle est dans notre camp. Mais alors, quand Joseph Kabila promet par exemple, je cite, que la RDC s'engage à mettre en place un centre de formation pluridisciplinaire pour former un personnel de santé à même de répondre aux besoins de pays africains touchés par Ebola, alors, d'après vous, où pense-t-il, oui, Joseph Kabila, trouver de fonds pour pouvoir réaliser tout cela, alors que nous savons tous que le pays est confronté à des difficultés financières quant à l'éradication de cette fièvre hémorragique Ebola? Mais justement, d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet et j'ai dit à l'adresse de la communauté internationale que voilà justement le genre de domaine dans lequel votre collaboration est attendue. Et non pas de prendre la parole sur des questions de politique intérieure. C'est indécent, inacceptable. Et les États-Unis n'accepteraient jamais qu'un pays tiers prenne la parole sur des sujets de leur politique intérieure. Barack Obama ne l'accepterait jamais. François Hollande ne tolérerait jamais qu'un autre pays se prononce sur des questions internes à la France, de politique intérieure, tandis que, oui, sur des questions comme celle-là, vous voyez bien que qu'Ebola n'est pas qu'un problème congolais ni africain, ce sont des domaines sur lesquels la coopération doit s'exercer. Donc il faut vraiment que, quand on dit communauté internationale, on veut dire les pays occidentaux. Il faut que, à la lecture de leur rôle, souvent négatif, dans l'histoire de nos pays africains, il faut qu'ils se remettent en cause. Il faut qu'ils cessent les ingérences, il faut qu'ils soutiennent les domaines sur lesquels la collaboration s'exerce. Par exemple, ce projet d'érection d'un centre pluridisciplinaire
de recherche et de la lutte contre la maladie d'Ebola. Mais où trouver l'argent pour la faisabilité de ceci? Oui, j'ai parlé de la coopération internationale, justement. C'est sur des questions pareilles que la coopération, parce que c'est comme la question des forêts. Mais déjà, la même communauté internationale tarde à mettre la main sur Ebola qui sévit à Kinshasa, à l'Équateur, oui, à Djerra précisément. On a des problèmes. Le ministre de la Santé publique avait lancé un appel pour pouvoir récolter des fonds et faire face à l'éradication de cette maladie. Les CONIT n'avaient pas trouvé, n'avaient pas rencontré des attentes du ministre de la Santé, et le président, par contre, nous promet plus que ce que nous attendons de mettre en place. Comprenez la démarche du président. On se demande bien comment est-ce qu'il va faire pour rassembler les fonds. Il faut comprendre la démarche du président, dont je salue l'action ainsi que du gouvernement, du ministre de la Santé et du secteur médical dans la gestion professionnelle de la maladie d'Ebola. Nous voyons comment dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous voyons les errements, les tâtonnements en Afrique de l'Ouest. Et cela détonne avec la rapidité et le professionnalisme dont a fait montre le gouvernement sous l'autorité du président de la République. Mais sur la question que vous venez d'évoquer, premièrement, il est évident que la responsabilité première revient au gouvernement qui a aussi fait sa part. Deuxièmement, c'est vrai, il y a eu un retard, mais depuis peu, j'apprends que des pays se manifestent et je ne doute pas que cela va aller crescendo. C'est comme pour la problématique de la conservation des forêts, pour la protection de l'environnement. Les pays occidentaux, encore eux, avec la course vers, ça c'était à partir du siècle passé, avec l'industrialisation, les pays occidentaux n'ont pas tenu compte des règles écologiques. Ça leur a permis à atteindre le niveau de vie et de richesse qu'ils ont aujourd'hui. La planète, entre-temps, a été détruite. Et ces pays tardent à soutenir les pays comme le nôtre qui n'en sont pour rien dans la dégradation de l'environnement. Il faut que la communauté internationale, notamment les pays occidentaux, reconsidère leur rôle et leur relation avec les autres États, notamment les pays africains, et soit conscient du volet réparation qui est à leur charge et de leur responsabilité. Alors, toujours dans la même adresse, pourquoi le président de la République n'a pas voulu fixer l'Union européenne et d'autres forces politiques quant à l'élaboration d'un calendrier global des élections, mais aussi d'un dialogue sans exclusive? Parce que ce sont des questions de politique intérieure, tout simplement. Il a tenu informé sur ce qui pouvait l'être. Pour le reste, ce sont des questions de politique intérieure. C'est aux Congolais, entre eux, de se mettre d'accord et aux institutions ou au peuple de trancher, tout simplement. Il faut ramener les choses dans leur vraie proportion et à leur vraie place. Quand l'Union européenne pense qu'il doit y avoir un dialogue interne, et aussi la communauté internationale dit aussi qu'on doit élaborer un calendrier global pour permettre à cette même communauté dont on aura besoin pour pouvoir épauler les élections, qu'ils sachent comment financer les élections. Parce que quand vous présentez un calendrier global, on sait comment financer les élections à toutes les étapes. Quand le calendrier n'est pas global, on ne pourra pas. Et en ces moments, quand ça vous arrange, vous parlez de politique interne. Et... Vous savez, madame, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous devons réfléchir sereinement sur le type de scrutin qu'il faut pour ce pays. Vous trouvez normal de dépenser 300, 400, 500, 1 milliard de dollars que nous n'avons peut-être pas, qui seraient utiles ailleurs, dans un pays vaste comme 4 fois la France, aux infrastructures délabrées, juste pour choisir
le président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir sereinement? On parle des élections à tous les niveaux. Hein. Justement, ce qui est valable pour le président peut être valable pour les députés provinciaux. Pourquoi mobiliser tant d'argent? Pourquoi le faire? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Tout en respectant, bien entendu, le fait et le principe fondamental de la démocratie qui est que la souveraineté et le pouvoir est exercé par le peuple. C'est un débat qu'il faut aborder de manière sereine. Hélas, on dirait que les hommes d'État à la hauteur se font rares en RDC. Ben voilà, on va revenir sur la révision de la Constitution. On a entendu dernièrement le porte-parole de la majorité présidentielle qui a jugé que la Constitution actuelle, la Constitution de 2006, est dépassée. Et on a entendu de l'autre côté que les jeunes gens de la majorité présidentielle tentent à tout prix faire de marches pacifiques pour pouvoir dire non à l'implication de la SENCO quant à cette même révision constitutionnelle, est allée même plus loin, cette jeunesse, à écrire au pape François pour pouvoir dénoncer de la révision de la Constitution. Qu'en est-il? Vous posez deux questions. Sur la première, tout le monde, la SENCO, l'UDPS, le PALU, pour ne citer que cela, ont été en 2006 et ont averti. Ils se sont opposés à l'adoption de l'actuelle Constitution en pointant des faiblesses que nous constatons tous aujourd'hui. Ça, c'est une chose qui doit être dite et redite. Donc, nous sommes tous conscients. Nous savons tous qu'effectivement, cette Constitution a été faite par des belligérants. Nous le savons. Et elle était utile. Elle est utile. Elle a été utile. Nous savons que les belligérants, leur souci était de se neutraliser. Ils n'étaient pas, avec tout le détachement nécessaire, de donner la meilleure loi fondamentale au peuple congolais. Nous le savons aussi. Il faut être honnête. La SENCO le sait, elle a dit. L'UDPS le sait, elle a dit. Le PALU le sait, le PALU le dit, et le PALU est cohérent avec lui-même. Maintenant, sur la déclaration de la SENCO. Vous savez, je suis parmi les jeunes cadres de la majorité qui, bien entendu, ne veulent pas faire un bras de fer avec leur père spirituel. Il ne s'agit pas de cela du tout. Vous savez, j'ai étudié au groupe scolaire du Mwamba. Mais quand vous allez jusqu'à dénoncer la démarche de la SENCO auprès de leur... Je vous explique. Auprès de l'autorité suprême, spirituelle, on va le dire comme ça. Je vous explique. Engager un bras de fer avec cela. Je vous explique. Moi, Joseph Bangakia, j'ai étudié au groupe scolaire du Mwamba, dirigé à l'époque par les frères maristes, notamment par le père Émile Ogreco. J'ai étudié à l'Institut Maélé à Kisangani. Les frères maristes encore, dirigés à l'époque par le père Lomel. J'ai étudié à Bunia, au collège Udjouaeri, des frères du Sacré-Cœur, dirigés à l'époque par le frère Djelo. J'ai reçu ma confirmation de l'archevêque Mosengo à Kisangani. Voilà, vous êtes un catholique. Ce que je veux dire, c'est que nous avons été formés par les catholiques. Ouais. La société peut juger de notre comportement en son sein et nous avons du respect pour nos pères spirituels. Ce que nous faisons, il s'agit de défendre la laïcité. La laïcité, c'est la séparation nette et claire de l'État avec l'Église. La laïcité est un combat... Mais pourquoi aujourd'hui le pouvoir veut séparer
l'Église et l'État, alors que le président de la République, nous le savons, quand il prête serment, il implique les autorités religieuses pour pouvoir adresser une prière. La laïcité ne veut pas dire... On a toujours impliqué la religion. La laïcité ne veut pas dire la négation de la religion. Ce n'est pas ça la laïcité. C'est parce qu'aujourd'hui, les catholiques se prononcent. Demain, ce sera d'autres personnes qui se prononceraient également. Qu'est-ce que vous diriez en ce moment-là? J'y vais. Je dis que nous défendons la laïcité, qui est ce principe fondamental. Cette question de limitation de mandat ou non, ce sont des questions marginales en termes d'acquis démocratiques. Est-ce que vous savez que dans les pays occidentaux, il n'y a que 2 pays où la limitation de mandat existe, la France et les États-Unis. Tous les autres pays occidentaux que vous voyez là n'ont pas de limitation de mandat. Mais voilà, donc je ferme la parenthèse. Sont les exemples de la démocratie. Non, vous n'allez pas. Mais comment donc? Vous allez comparer le niveau de démocratie qui existe en Suède avec celui de la France? Non. Pas. Donc, cela étant dit, la conquête de la laïcité, c'est une conquête fondamentale des peuples. Des gens sont morts pour cela. Mais est-ce que vous pensez que c'est dans votre rôle de pouvoir défendre cette laïcité? C'est aussi le vôtre. Et merci beaucoup. Je suis scandalisé. Où sont les intellectuels? Où sont les patriotes, les républicains? Il n'y a personne pour défendre la laïcité dans ce pays, pour trouver anormal que l'Église quitte son champ et pénètre dans le champ politique. Vous n'êtes donc pas là. Mais vous faites quand même la différence entre l'Église catholique et la SENCO, je pense. Ne tournons pas autour du pot. Nous savons que... Nous savons. Je dis ceci. Mais voilà, quand ça vous arrange, la SENCO, c'est l'Église catholique, et quand ça ne vous arrange pas, la SENCO, c'est pas l'Église catholique. Je ne tournerai pas en parlant autour toujours du pot. De cette révision constitutionnelle, le week-end dernier, l'opposition et la société civile... Je n'ai même pas parlé encore de la marche, tout ça. Mais allez-y, parce que nous devons gérer le temps, allez-y assez rapidement. Donc, je dis ceci. Les républicains, tous les citoyens congolais, devaient s'offenser du fait qu'une église, quelle qu'elle soit, ou ses dirigeants, se prononcent sur des questions politiques. Car la laïcité a été acquise au prix de plus de 1000 ans de souffrance, de douleur. Mais d'aucuns diront que la religion, c'est toujours géré de la... Madame Awina, c'est toujours ingéré dans la politique. Notre génération, si ce que vous dites est vrai, notre génération doit faire la différence. Nous devons quand même défendre les principes qui sous-tendent notre nation. Nous devons être honnêtes et engagés. Si nous, à notre âge, on ne sait pas le faire, qui le fera demain ou aujourd'hui? Si si vous, ça ne vous choque pas, je ne vous demande pas d'exprimer votre opinion, vous n'avez pas à le faire. Si vous, ça ne vous choque pas qu'une église se prononce sur des questions politiques. Mais, petit cacassi, arrêtons tout cela. Ça ne choque pas non plus l'opposition politique. Justement, ça ne choque pas non plus la société civile. C'est de la malhonnêteté, c'est de l'irresponsabilité. Il y a ceci. Mais quand c'est pour une bonne cause, celui de la non-révision de la Constitution actuelle, pourquoi pas? Moi, je dis ceci, pour faire bref. Je respecte toutes les religions. Je vous demande, au nom de la laïcité, chèrement acquise, qui est un principe fondamental, les églises n'entraient pas dans le débat politique, ni pour ni contre. Ça ne veut pas dire que les églises ne peuvent pas parler des questions qui touchent la nation. Vous le demandez en tant que qui? Je le demande en tant que citoyen, car c'est le rôle de tous les citoyens de défendre cette laïcité, vous y compris. Et d'autres citoyens comme vous emboîtent le pas à la SENCO pour dire non, ils ont d'ailleurs marché le week-end dernier pour dire non à cette révision de la Constitution. Il faut que tous les citoyens, la défense de la laïcité, c'est la défense de votre démocratie, de votre liberté. Et moi, en tant que chrétien catholique, je rends service à mon Église en l'avertissant du danger de trahir le pacte de laïcité. Ça ne veut pas dire que l'Église ne peut pas se prononcer sur les questions de la nation, mais les questions de société,
ce que l'Église a toujours fait, l'éducation, la santé, les questions de famille, d'environnement. Oui, mais le débat de la... Pourquoi vous impliquez le pape? Justement, c'est parce que le pape François, heureusement que nous avons un pape réformateur, qui n'hésite pas à secouer même le corps épiscopal ou des cardinaux. Et il a pris des positions... On ne peut même pas démontrer ici toute l'étendue de la sagesse et de l'action du pape François, qui déjà à Rome avait averti nos évêques. L'Église est compétente pour parler des questions, comme je l'ai dit, de société, des questions sociales, éducation, famille, santé, et l'Église le fait. Mais pour ou contre la révision? C'est une question politique dans laquelle aucune Église du tout n'a le droit de se prononcer sous peine de violer la laïcité et de rappeler les pires heures sombres de la collusion entre l'Église et l'État. Donc, c'est important que les citoyens le défendent. Le projet de révision d'une constitution, ce n'est pas un projet macabre. L'Église n'a pas, aucune Église n'a à s'y alarmer. Est-ce que on veut donner le pouvoir à des personnes qui vont guillotiner la population? Est-ce que ce projet veut faire de la RDC le sanctuaire du terrorisme? Là, ou bien des pédophiles, là l'Église serait fondée à parler. Mais qu'on veuille donner plus de pouvoir au Parlement, plus de pouvoir au président, plus de prérogatives au gouvernement, qu'on veuille régler d'une autre manière la question de mandat. En quoi est-ce criminel? En quoi est-ce que ça peut déranger les hommes de Dieu? D'accord, d'accord. Moi, je vous invite, mes chers amis, défendons la laïcité. C'est un acquis qu'il ne faut surtout pas perdre. D'accord. Et c'est dans l'intérêt de l'Église et de l'État. D'accord, on va parler de la formation d'un éventuel gouvernement de cohésion nationale qui beaucoup sont fatigués d'attendre. Ça fait déjà beaucoup de temps que les gens sont restés en haleine. Est-ce que votre parti a été contacté pour cela? L'ADH dispose de députés de la majorité présidentielle, siège au bureau politique, soutient le président de la République, a participé aux concertations nationales. Je crois que l'ADH est actuellement au gouvernement, dirigé par Augustin Matata. Je ne vois pas comment, c'est presque un droit acquis. Mais puisque vous parlez de Matata, on dénonce aussi une conspiration contre ce dernier. Vous êtes du même avis? Au sein de la majorité présidentielle, on dénonce une conspiration contre le Premier ministre. Ce qui est vrai, c'est que la politique est un monde d'influence, de lutte d'influence, de positionnement, cela est vrai. Mais parler de, comment vous l'avez dit, de conspiration, c'est un bien gros mot. Il y a un jeu politique normal dans tous les pays démocratiques et la RDC est devenue un pays démocratique. Vous voulez acharnement contre le premier? Non. Et il faut vraiment que les responsables politiques fassent attention de ne pas tomber dans le piège des personnes qui veulent les mettre en difficulté avec d'autres responsables politiques. Moi, j'ai toujours été pour qu'on traite les questions de fond dans la sérénité. Et je crois que le Premier ministre travaille visiblement avec la confiance du président de la République, avec le soutien de la majorité parlementaire comme présidentielle. Le soutien de la majorité qui est mis entre guillemets parce que pas du tout. Beaucoup savent que la cohésion va mal dans la majorité présidentielle. Non. Le soutien est là, sinon le Premier ministre il a besoin de la confiance de la majorité pour rester Premier ministre. Des problèmes, oui, il y en a dans toutes les familles, même dans l'opposition, même dans les familles biologiques. Que les partis de la majorité considèrent que les partis politiques sont constitués pour conquérir et exercer le pouvoir, cela est universellement reconnu. Que les partis politiques demandent que le curseur soit remis à sa juste place, comme partout au monde. Je crois que le président l'a entendu et a promis d'y répondre. Je crois que les personnes qui composent la majorité sont des personnes d'expérience et de valeur. Et ce sont des gens qui savent travailler ensemble.
qu'il y ait des problèmes de temps en temps, ce n'est que normal. Mais ils savent faire la part des choses entre ce genre de questions et les questions de fond qui sont les dossiers d'État. D'accord. Le Premier ministre a déposé hier le budget 2015 hier à l'Assemblée nationale contrairement à l'année précédente dont il a déposé en retard. On peut dire comme ça que cela confirme qu'il sera reconduit à son poste de Premier ministre. Effectivement, je salue le fait qu'un effort ait été fait pour que le budget soit déposé. À temps? Bon, on ne va pas dire vraiment à temps parce que à temps, c'est avant le 15 septembre. Et le président de l'Assemblée nationale l'a souligné lors de la réception. Il a invité le gouvernement, qui déjà a fait un effort par rapport à l'année passée, à la prochaine fois, de faire davantage, donc d'être dans les temps, c'est-à-dire de remettre le budget avant le 15 septembre, comme le dit la loi et la Constitution. Maintenant, sachant que la prérogative de nommer le Premier ministre ne revient qu'au président de la République, je ne sais rien dire, on ne sait rien déduire. On peut analyser avec les indices, peut nous aider à analyser qu'il pourra... Oui, on peut faire un peu de politique fiction. C'est vrai que c'est difficile et pas impossible que le budget soit défendu par une autre équipe que celle qui l'a conçu, mais ce n'est pas interdit, donc ça reste toujours une option. En vérité, le président de la République, on le voit très bien, est le seul maître du jeu. Nous n'en savons rien du tout, même pas ses premiers lieutenants, même pas ses principaux collaborateurs. Attendons, on espère que l'attente ne sera plus très longue. Mais voilà, puisque vous parlez du président de l'Assemblée nationale, il a déclaré dernièrement, lors d'une interview avec Colette Brackman, qu'un poste de vice-président pour le compte de l'opposition politique est possible avant 2016. Est-ce vrai? Je ne sais pas s'il a dit pour le compte de l'opposition politique. Ce n'est pas vraiment ce qui a été dit. Si. Il a plutôt dit qu'effectivement, une réflexion, ce sont des pistes de réflexion. Est-ce qu'il faut à tout prix avoir un régime où nous avons un président de la République et un Premier ministre? Ou ne pas plutôt, soit avoir un Premier ministre comme à l'époque de Lumumba, qui a l'essentiel du pouvoir, on en a vu les conséquences. Ce n'est pas l'option que nous allons privilégier, certainement, car l'histoire nous a enseigné là-dessus. Ou plutôt, supprimer la fonction de Premier ministre et avoir un président qui est assisté d'un vice-président. Et oui, vous avez raison, comme notre tradition, ce n'est pas gauche-droite, opposition-majorité, car dans votre village, en province orientale, qui est aussi ma province, Dieu merci, est-ce que le chef du village gouvernait avec une majorité et avait en face de lui une opposition? Voilà comment les Occidentaux nous imposent leur mode de fonctionnement et nous, Africains, sans pertinence ni perspicacité, nous avalons tout. Cela doit cesser. Il faut des solutions africaines et le président Minaku, aux réalités africaines, tout à fait, a lancé cette piste d'idée d'une solution africaine qui ferait que le pouvoir serait l'arbre à palabre. On irait à la présidentielle. On va dire comme ça que cela va apaiser les tensions au niveau de l'opposition. Personnellement, je suis pour une république où il y a plus de dialogue et moins de tensions. Je considère, hélas, que la vérité, on l'a vu, les 2 dernières présidentielles, quelle tension, quelle paralysie, quel risque de chaos. Est-ce qu'il faut une 3e présidentielle de ce type dans ce pays? Franchement, je sais que vous, votre problème, c'est Kabila, je ne sais pourquoi, et il faut que ça cesse d'être votre problème. Le problème doit être les questions d'État et les questions du peuple. Lorsqu'on met en place des mécanismes forts, les mécanismes, que vous soyez de gauche ou de droite, noir ou blanc, les mécanismes qui sont des règles vous contraignent à adopter une attitude et aller vers une direction. C'est plutôt sur ce genre de réflexion que j'attendais l'opposition, les intellectuels. Hélas, peu de personnes sont au rendez-vous. Il y a trop de passion, de rancune, de colère.
Parfois, moi, je me demande, mais oui, effectivement, est-ce qu'il faut que nous ayons un prochain président qui vienne de l'opposition? Quand je vois la manière dont les personnalités de l'opposition se comportent, sans courtoisie, sans respect, sans modération, je me dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc, réfléchissons. Le président Minaku a dit une chose que vous n'avez pas dite. Nous sommes dans un pays qui vient de traverser et qui n'est pas tout à fait sorti. J'en sais quelque chose car la province orientale où j'étais vice-gouverneur est une province qui aussi est traversée par des grandes tragédies en termes de sécurité. Sommes-nous sûrs que nous avons quitté la zone rouge? Est-ce que nous en sommes sûrs? Alors, est-ce qu'il ne faut pas encore renforcer la stabilité du pays, de notre armée? Car le président Minaku l'a dit, il faut tenir compte de cette donne. Parce que moi, je vois parfois la manière dont certains opposants, et la plupart parlent, je me dis, mais ils vont venir, ça sera la chasse à la sorcière, la chasse aux sorciers, ça va entraîner une réaction de je ne sais où, peut-être d'une frange de l'armée ou de je ne sais... Et est-ce que c'est de cela que nous avons besoin? D'accord. D'accord. On est à la fin de l'émission. On va jeter un coup d'œil sur le pôle Malébo, dont au lendemain de la commission mise en place pour réfléchir entre la rencontre Kabila-Sassou dernièrement. On a opté pour la suppression de visas au bénéfice d'un laissez-passer juste pour les capitales. On va dire comme ça que Kinshasa et Brazzaville ont fumé les calumets de la paix? Mieux vaut tard que jamais. Je ne sais pas pourquoi Brazzaville avait choisi de monter cette opération visiblement contre les ressortissants de la RDC. Bon, comme je l'ai dit tantôt, dans les familles, les problèmes existent et il faut savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et l'essentiel, ce sont les questions d'État, de fond, les questions de la population. Je salue l'arrivée du président Sassou Nguesso qui a rencontré son frère, le président Joseph Kabila, sans état d'âme, parce que vous avez vu les propositions de certains opposants. Vous voyez le sens de la responsabilité. J'ai failli dire de l'irresponsabilité. Des gens qui proposaient pratiquement qu'on fasse la guerre au Congo-Brazzaville. De leur rendre la monnaie de la pièce. Vous voulez confier le pays à ces gens vraiment? Vous croyez que c'est ce qu'il faut? Vous ne faites pas la campagne de la MPO sur ce plateau? Non, non. Et je peux le faire, mais la campagne n'est pas encore ouverte. Et comment reparer des violations flagrantes et délibérées qu'ont subies ces ressortissants de Kinshasa par rapport à ce qui concerne le droit de l'homme? Les contacts sont rétablis, le dialogue est restauré. Ce sont des solutions qui... Est-ce qu'on va dire que c'est difficile, ça s'oubliera pas facilement, hein, il faut le dire? Je fais confiance en la force de l'homme, en la force du pardon. Le pardon est une force qui libère. Mais au-delà du pardon, qui est une dimension morale, sur la dimension d'État, il y a un cadre de dialogue, de contact au plus haut niveau. Ce cadre, certainement, va s'apaisantir sur tous ces aspects et sur toutes ces questions. D'accord. On est à la fin, on va parler du procès des présumés assassins du colonel Mamadou Ndala, dont le procès sera demain à Beni. S'il confie à la justice militaire, vous pensez que cette justice militaire pourra traiter ce dossier en toute indépendance? Oui, il le faut. Je rends hommage à mon frère. Il est de la province orientale comme nous. Le général Mamadou Ndala que nous avons tant pleuré. Entre parenthèses, je m'incline encore devant la mémoire de mon grand frère, le général Baouma. La province orientale a donné des fils dignes à ce pays et j'en suis fier. La justice de notre pays, la justice militaire, coïncidence, le procureur général de la justice militaire, l'auditeur général, comme on dit, le général Pondé est de la province orientale. Cela ne veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un homme d'une grande valeur, d'une parfaite indépendance, et nous voyons comment les auditorat militaires sanctionnent désormais les militaires indélicats. Et il était temps qu'on ouvre ce
ce dossier et qu'on ouvre cette... Il était temps. Vous savez, l'instruction du dossier prend le temps qu'il faut. Je vais donner l'exemple du dossier du président Kennedy, qui est toujours en instruction depuis 50 ans. Mais je salue la célérité relative, il faut le dire, et je ne doute pas que nous connaîtrons la vérité sur la mort de notre regretté frère, du brave général Mamadou Mbala. D'accord. Monsieur le vice-gouverneur honoraire. L'ancien vice-gouverneur, oui, honoraire, oui. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie. Voilà, je venais de m'entretenir avec l'ancien vice-gouverneur de la province orientale, Joseph Bangakia. Avec lui, nous avons abordé quelques sujets sensibles de l'actualité de l'heure. Si vous nous avez pris en cours, revoyez cette émission demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. On se fixe le prochain rendez-vous mardi à 20h30 avec un nouvel invité, bien entendu. Restez avec nous sur B1. Sur B1, Washington Forum, le grand débat hebdomadaire à travers le monde sur B1. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Votre émission de débat à partir de la capitale américaine, Washington. Vos commentaires sur la page Facebook de B1. Retrouvez-moi, Jacques Aristide, sur B1, votre chaîne préférée.